faillant et ne pas tomber dans le piège qu'il tend. Et lorsqu'il est aux abois, sentant sa fin proche, il est judicieux de lui laisser une porte de sortie, faute de quoi il se battra jusqu'à la mort avec une émulation qui décuplera ses forces. Chapitre 7. La connaissance de l'ennemi et l'anticipation de ses actes sont la clé de la réussite. Dans les chapitres précédents, Sun Tzu justifie l'action d'un général par le mandat qu'il reçoit de son souverain. Dans ce chapitre, il modère étrangement ses propos en ne rendant le général responsable de ses actes ni devant le ciel ou la terre, pas plus que devant l'ennemi ou son souverain. Le général peut donc, dans certaines circonstances, et s'il dispose d'une connaissance parfaite de ce que Sun Tzu appelle les 9 variables, ne pas tenir compte des ordres qu'on lui a donnés et livrer bataille sans attendre qu'on lui en donne l'ordre. Sans pour autant détailler les 9 variables qu'il évoque, il décrit également 5 avantages, repris par son disciple Si Chia Lin sous l'appellation de 5 variations et qui sont en réalité 5 pièges dans lesquels le général devra s'efforcer de ne pas tomber. Citons par exemple la route directe qui ne doit pas être empruntée si l'on y soupçonne un risque d'embuscade, ou le terrain qui ne doit pas être conquis s'il s'avère trop difficile à défendre par la suite. Le général doit constamment mesurer les avantages et les inconvénients d'une attaque. Il doit également rester en permanence sur ses gardes, prêt à agir, même si l'ennemi semble pacifique ou affaibli. Il ne doit pas être téméraire, sans quoi il amènera ses hommes à la mort. Il ne doit pas être lâche, sous peine d'être capturé. Il ne doit pas s'emporter, au risque d'être berné par l'ennemi. Il ne doit pas avoir un sens de l'honneur exacerbé pour éviter de vouloir le défendre à tout prix et entraîner ainsi la perte de ses hommes. Enfin, il ne doit pas faire preuve de trop d'humanité, car il deviendrait inévitablement hésitant. Sun Tzu livre dans ce chapitre un véritable petit manuel du parfait tacticien. Attaquer en descente plutôt qu'en montée et donc établir son camp en hauteur, si possible en face du versant ensoleillé. Lorsqu'il faut s'établir en plaine, préférez une position éloignée du fleuve. Tous les signes extérieurs sont bons à analyser pour connaître la position ou les intentions de l'ennemi. Des oiseaux qui s'envolent indiquent des combattants en embuscade. Des animaux sauvages qui s'enfuient trahissent une attaque. De hautes colonnes de poussière avertissent d'un déplacement de chars alors que de faibles colonnes une avancée de l'infanterie. La disposition ou le comportement des troupes ennemies sont également des signes de leur conduite et de leur état. Si une partie seulement des effectifs avance tandis que l'autre recule, alors l'ennemi tente d'attirer son adversaire dans un piège. Des porteurs d'eau buvant avant même d'avoir livré celle-ci démontrent que le camp a soif. Des officiers se parlant mutuellement à voix basse indiquent que le général a perdu leur confiance. Sun Tzu détaille les rudiments de l'observation de l'ennemi qui sont à la base des décisions du général. Si celui-ci est suffisamment clairvoyant, il saura en tirer parti mais sans se laisser berner pour mener ses troupes à la victoire à moindre perte. Chapitre 8. L'utilisation du terrain est un élément primordial de la tactique militaire. Dans la doctrine de l'art de la guerre, le terrain est classé en plusieurs catégories, en fonction de sa topographie. Il peut par exemple être accessible si l'une ou l'autre des parties peut s'y rendre sans encombre, insidieux s'il est facile d'en sortir, mais difficile d'y revenir. Il est sans influence s'il est aussi impraticable par l'un ou l'autre des adversaires. Il est enfin resserré si ses accès sont limités ou accidentés lorsqu'il est escarpé ou distant, s'il est hors de portée immédiate. Puisque le terrain est si important pour Sun Tzu, et qu'il peut mener à la perte d'une armée ou au contraire consacrer sa victoire, il est indispensable d'y envoyer pour les missions particulières des troupes d'un corps de choc formées des meilleurs officiers et combattants. Ceux-ci sont choisis en fonction de leur fait d'armes et de leur bravoure. Ils constituent la frange de l'armée qui n'est pas utilisée de front, mais peut agir sur les flancs grâce à sa manœuvrabilité ou qui reconnaît un itinéraire avant le passage des autres combattants. Il est possible de distinguer le terrain selon la manière dont les troupes des deux camps sont disposées. Se battre sur son propre terrain, c'est utiliser un terrain de dispersion, mais se battre sur un terrain légèrement éloigné, c'est exploiter un terrain frontière. Un terrain accessible et avantageux pour les deux adversaires est un terrain clé ou un terrain de communication. Un terrain de convergence est limité par plusieurs autres qui l'entourent. Le terrain sérieux est celui qui est conquis loin à l'avant, lorsque la troupe a déjà laissé derrière elle de nombreux villages ennemis. Le terrain difficile, lui, se trouve derrière des obstacles naturels comme des montagnes, des marais ou des défilés, tandis que le terrain encerclé est celui à l'intérieur duquel il faut pénétrer par un goulot, laissant à l'ennemi l'opportunité de frapper avec un effectif restreint. Pour chacune de ces catégories de terrain,
Sun Tzu prodigue des conseils. Par exemple, il vaut mieux d'après lui s'allier avec des États voisins en terrain de convergence, s'assurer d'un bon approvisionnement des troupes en terrain sérieux ou encore bloquer les accès et les issues en terrain encerclé. Le général doit s'efforcer de ne pas faire connaître ses plans, il doit les garder secrets et ne pas en faire part même à ses officiers. Mais ce faisant, il doit prendre garde à ne pas laisser le doute et la superstition s'installer dans les rangs, faute de quoi les troupes ne donneront pas le meilleur d'elles-mêmes. Curieusement, et en contradiction avec la gestion du terrain évoquée plus tôt, Sun Tzu conseille au général de placer volontairement ses troupes dans des situations désespérées. Ainsi, d'après lui, n'ayant d'autre choix que la mort ou la victoire, elles se surpasseront. Chapitre 9. Le feu et l'espion sont les deux atouts maîtres du général. Dans les deux derniers chapitres de son œuvre, Sun Tzu décrit deux armes assez particulières qui viennent compléter l'arsenal de conseils déjà prodigués sur les manœuvres des troupes et l'utilisation du terrain. La première de ces armes est le feu, utilisé pour brûler le personnel, les stocks, les matériels et les arsenaux, ou dans des projectiles incendiaires. Le feu ne peut cependant être utilisé qu'à certaines conditions. Il doit être disponible, ce qui implique la préparation de matériaux combustibles. Les conditions météorologiques doivent être favorables. Certaines périodes chaudes ou ventées sont plus favorables. La seconde arme est l'espionnage. L'information sur l'adversaire ne peut venir que de l'intérieur du camp opposé. Sun Tzu nomme divins et chevaux l'utilisation simultanée de 5 types d'agents secrets. Ceux-ci sont en premier lieu les agents indigènes qui sont des ressortissants du camp ennemi. Les agents intérieurs, eux, sont des fonctionnaires du camp adverse. Pour diverses raisons, ils sont corruptibles et donc utilisables pour trahir leur camp. Il peut s'agir d'individus destitués pour une faute, d'agents mal rémunérés, d'individus fourbes et peu attachés à leur hiérarchie, ou encore de simples opportunistes. Les agents doubles sont des espions ennemis utilisés par le camp qu'ils sont censés espionner. La meilleure des tactiques consiste à les retourner en les achetant. Les agents liquidables sont ceux qui sont délibérément envoyés chez l'ennemi avec de fausses informations. L'utilisation de ce type d'espion est particulièrement révélatrice de la fourberie préconisée par Sun Tzu. L'un d'entre eux peut être envoyé chez l'adversaire pour signer la paix, alors que le général se prépare à mener une attaque. Enfin, les agents vivants ou volants sont envoyés chez l'ennemi dans le but d'approcher le cercle rapproché du général ou du souverain et ainsi revenir avec de précieuses informations sur l'adversaire. Le profil privilégié pour ce type de mission correspond à celui de combattants vigoureux, résistants et intelligents, mais dont l'allure indique le contraire. En d'autres termes, ils sont capables de se faire passer pour le contraire de ce qu'ils sont. Les agents disposent d'un statut particulier. Bien mieux payés que les autres combattants, ils entretiennent également des rapports privilégiés à la fois avec le général et le souverain, dont ils reçoivent les directives lors de réunions en comité restreint. Néanmoins, leur parole doit être fiable, et les informations qu'ils rapportent, si elles s'avèrent fausses, entraînent inévitablement leur mort. La fonction de l'agent double est particulièrement intéressante pour le général, car sa connaissance des structures du camp adverse permet de cibler des individus pouvant être ensuite recrutés comme des agents indigènes ou agents intérieurs. Les agents doubles permettent également de déterminer dans quel domaine l'adversaire est faible. Ainsi, les agents liquidables se verront fournir de fausses informations concernant ces domaines. Conclusion. Sun Tzu a rédigé ces 13 chapitres comme un couteau suisse de stratégie militaire. Ses conseils sont censés mener le général clairvoyant à la victoire à moindre perte, loin, très loin des affrontements qui s'enlisent et dévastent des pays. Tout est source d'intérêt pour Sun Tzu, aussi bien le simple combattant que le chemin qu'il parcourt ou l'arme qu'il porte. L'armée ne doit être menée que par le général, comme un unique sabre aussi tranchant qu'agile. Ce qu'il faut retenir de la lecture de ce résumé. Des doutes persistent encore aujourd'hui sur l'existence même de Sun Tzu. Sun Tzu a révolutionné la doctrine militaire et s'est érigé en tacticien de référence. La conduite de l'armée conditionne le résultat de la guerre. Dans la doctrine de Sun Tzu, c'est le général qui mène l'armée, pas le souverain. L'armée du général est avant tout composée d'une multitude d'individualités. Le général doit connaître les atouts de son armée pour en tirer le meilleur. La connaissance de l'ennemi et l'anticipation de ses actes sont les clés de la réussite. L'utilisation du terrain est un élément primordial de la tactique militaire. Le feu et l'espion sont les deux atouts maîtres du général. Vous avez écouté le résumé de L'Art de la guerre,
un livre de Sun Tzu proposé par Cooper. Merci et à très vite pour un autre Cube.